C'était raide, Louis, la montée où tu m'as amené. Eh, pas moins de 30% quand même, mais regarde, beau paysage, ça vaut le coup. Ouais, on pourrait dire que c'est une montée des plus raides d'Espagne, non? Je pense, après, l'Espagne est forte en la matière. Bon, écoute, aujourd'hui, c'est justement pour ça que tu m'as amené dans cette vidéo. On va faire un test, savoir si on veut monter une montée à 30% peinard, combien de puissance il faut développer. Et quelle est la différence avec la même montée si on la prend à fond. Allez, on va voir ça? Tu vas voir ça. Pourquoi tu viens pas? Non, moi je t'attends là. Bon, allez, c'est parti. Les Combres del Sol, ça me dit quelque chose, Louis? C'était pas le finish d'une étape de la Vuelta, justement? Et de plusieurs étapes de la Vuelta. Alors toi, tu as retenu la victoire de Christopher Froome en 2017, tu vas nous en parler. Moi, j'ai retenu la splendide victoire et le grand n'importe quoi en même temps de Tom Dumoulin en 2015. Dans tous les cas, les professionnels, les meilleurs grimpeurs du monde avaient l'air complètement rôtis à l'arrivée. Donc je pense que tu t'es lancé dans un sacré délire. Parce que moi, j'ai regardé l'étape qu'ils avaient fait en 2017, c'est 174 km avec du coup ce finish. Et ce finish, justement, c'est 3,79 km à 9,6% de moyenne. Ça va. Sauf qu'il y a des passages entre 25 et 30%. Parce qu'entre-temps, ça redescend un petit peu, donc finalement, la moyenne nous induit un petit peu en erreur. J'ai regardé Michael Woods, celui qui a le détenteur du com sur Strava. Il est monté à 450 watts. C'est-à-dire qu'il doit faire 60 kg, le bonhomme. Ouais. Bon, moi, je peux pas y arriver. Bon, ben, allez, heureusement. Je suis quand même bien équipé. J'ai pris le Canyon Ultimate, qui est un super vélo de montagne, en version CFR. Le seul problème pour moi, pour faire ce challenge, c'est que j'ai le braquet de haute montagne, donc avec un 36 à l'avant et 34 à l'arrière. Et je pense que j'aurais préféré ma transmission de vélo de gravel, avec des pignons beaucoup plus gros à l'arrière. Ah, je pense que tu chipotes parce qu'en 2017 et 2015, je pense qu'il était en 39-28 grand max. Ouais, mais donc tu vas y arriver. Chacun son problème. Hein. Ouais. En tout cas, je sais pas si tu seras le meilleur, mais tu seras le plus beau avec un tel vélo. Ah bah ça c'est sûr. Bon allez, là c'est parti. Première montée à fond, et puis deuxième peinard. Comme ça, on établit la puissance maximum, et puis après, on compare. Allez, et ben, je serai là pour t'encourager. Ouais, merci. Je t'accompagne pour la deuxième, moi. Ouais, c'est ça. Ah, cool. Là, on va partir pour la première montée à fond. Donc là, j'ai 30 mètres de plat, là, et après, c'est parti direct dans la pente. Là, 9,6%, ça paraît beaucoup, mais pas exceptionnel. Mais par contre, il y a des passages qui sont vraiment très, très raides. Ça, j'ai tout sur mon compteur. J'ai le summit plus le segment Strava d'enregistrer. Ça va me donner toutes les infos, mais ça va être dur. Allez. Allez. Le com est en 11 minutes. Ça paraît un peu compliqué, 11 minutes, mais... Il me reste 3 km et demi. Et là, le profil est pas rigolo. Marqué 15 sur le compteur, mais je pense qu'il triche. À 18 quand même. « 20%. Quel démarrage! Et en watts. Eh ouais. « 345. 370 watts. Ah. Je comprends pourquoi c'est dur. Heureusement que j'ai pas 170 km dans les pattes comme les coureurs de la Vuelta, mais... Ah, j'ai mal aux jambes. « 177 de cardio, de la gestion. Je suis pas sûr que la montée tranquille soit beaucoup plus facile. Heureusement que je suis en forme et que le vélo est très léger.
6,9 kg. Heureusement. On peut voir sur le compteur, c'est rouge pour la pente. J'ai plus de vitesse. Le 34 est passé haut. Michael Woods, il était à 1900 de vitesse ascensionnelle. Et là, je suis à 1350. C'est pas mal. Hein. Allez, 1 km. Je vais gagner du poids un peu. Il y avait un touriste qui m'a encouragé. Ah, c'est bon, on voit le sommet. Moi, je peux pas sprinter. Je sprintais déjà en slow motion. Ah. Yes. Oh bordel. Bon, c'est bon. La première montée à fond est terminée. J'ai fait 16 minutes. Bon, j'ai pas battu le com de Michael Woods. C'était parce qu'il était en peloton. Bref, là, j'ai fait 16 minutes à fond. Je dois être à 180 de moyenne cardiaque. Là, je vais prendre 5 minutes. Je redescends avec Louis qui va m'accompagner et puis on va monter comme si on était en balade. Le problème, c'est que honnêtement, la montée est tellement dure que c'est très très compliqué de monter facilement parce que les braquets ne sont pas adaptés à des pentes aussi raides, clairement. Allez, c'est reparti. Ah, ça me fait plaisir que tu sois là, Louis. Ah ouais. On va pouvoir faire cette petite montée sympathique tous les deux. Alors moi, tu m'as dit balade, je suis en balade. J'ai pris le sac à dos, backpacking. T'as pris quoi dedans? Saucisson, baguette? Eh ben malheureusement non, j'ai pris de quoi faire de belles images de toi qui souffres parce que j'aime bien quand on garde ces moments iconiques. Là normalement, on n'est pas là pour souffrir. Hein, Non, pour souffrir, ça va aller. Par contre, j'ai pas pris les braquets de balade parce que je suis en 36-30. Ah ouais. 36-30 la cuisse. Et avec le petit poids en plus. Ton braquet de course, ça? Ouais, même déjà de course montagneuse normalement, mais j'ai fait pas l'arrivée de la Vuelta ici. Bon, ça y est, on est parti dans le... Je pense qu'on peut rouler encore moins vite. On est parti dans la montée, là. Bon, ben, c'est pas long, hein. Faut se dire qu'il y a que 3,7 km. Ouais, moi j'enlève pas les mains, que les mains en haut. Interdiction de mettre les mains en côté. Sortie récup. Ouais, sortie récup.
Oui, parce que tout à l'heure, ce que j'ai pas spécifié, ouf, là-bas ça monte. Ça monte, non? C'est que j'ai de la chance. Je fais 61 kilos avec le vélo. Et l'équipement, je dois être à 70 kilos. Donc ça me permet de ne pas avoir besoin d'énormément de puissance pour monter. Mais enfin, là on est tranquille. On n'a pas attaqué les gros pourcentages. Je suis quand même à 220 watts. Ouais, pour préparer, mais moi je m'en fous, je suis aéro. Ça va m'être bien utile là. Orange, c'est bon signe ou pas? Non. Et noir? Mais c'est sur le cardio ou sur la puissance? Sur la pente? Ah, c'est pas bon. Noir, je l'avais jamais vu encore. Là, je suis à 240 watts, ce qui est quand même pour moi assez important. Et on est censé monter peinard. Bah, là, on peut pas monter moins vite. Hein. Et d'ailleurs, si on s'arrête, il faut freiner, sinon on repart en arrière. Putain, mais je crois que c'est pire que quand on monte fort. Il y a des chiffres que j'avais encore jamais vus. Mais on n'a pas besoin de la faire entière, cette montée. Là, on est déjà... C'est bon. On a fait que moins d'1 kilomètre. Moi, je suis à 280 watts. Et à 6,5 km/h. Je pense que ça se voit, Louis, qu'on est en balade. Bah ouais. Là, on est sous les 10%, c'est facile. Ouais. J'ai glissé, chef. Obligé de passer normal. assis. T'es trop en avant, Louis. Il faut mettre du poids sur le pneu arrière, sinon tu patines. Ah, il fait pas de mal celui-là. De quoi, le petit replat? Petit replat, ouais. Ah oui. Ça se voit qu'on est peinard. Baisse un peu tes lunettes, tu vois. Tu vas te cher. Peinard, ouais. Ouais. Bon, bah tiens, là, Louis, c'est intéressant. On est à 12%, donc qui n'est pas le plus raide de cette montée. Moi, j'ai 270 watts. Toi, t'es à combien, là? Là, je suis à 310, 315. Et ouais. Mais t'es à combien, là, en poids? Bonne question. Et plus le sac. C'est ça, c'est le sac, en fait. Le sac est super lourd. Non. Tu m'as dit que t'avais un peu grossi. Balance. Ah, t'as un petit 68. 68 plus le vélo, on va dire... Ah, je pense qu'en tout, je te rends un bon 10 kilos au moins. Le vélo un peu plus lourd. Le sac, il doit faire au moins 3-4 kilos. J'ai la sacoche et le feu. Moi aussi, je l'ai là. Cas où tu crèves. Ouais, moi j'ai la lampe aussi, mais j'ai pas la sacoche. C'est toi capot. Ouais, bon, bah. Cette montée tranquille, elle est pas si tranquille quand même. Hein. Ça tricote. Le problème, c'est qu'on peut pas aller moins vite. On est tous les deux avec le braquet le plus souple disponible. Et en fait, la pente est trop raide pour gérer quoi que ce soit. Louis, je te rassure, je me mets pas en danseuse pour t'attaquer. C'est que j'ai plus le choix. Alors ça coince. Bah, on arrive dans ma partie là. Il y a un petit replat. Ah oui. Tu vas avoir l'aéro de s'envoler. Ouais. S'envoler. Sans plus loin voler. Allez, encore 1 kilomètre. Un peu moins. 800 mètres.
peut me faire les mecs faciles. Tu vois, on va manger quoi à midi? C'est midi et quart. Une petite paella. Honnêtement, Louis, je t'aurais bien fait le sprint sur les 500 derniers mètres, juste par principe, mais ça va fausser. Ah, c'est pas le terme de la vidéo. L'analyse. Donc, vas-y si tu veux, mais moi ça va. Tu vois ce passage, on est à 10 km/h. Michael Woods, il est passé à 20 km/h de moyenne sur le segment. Sachant qu'il n'a pas gagné. Ah mais lui il avait du vent du coup. Il avait moins chaud. Ah. Eh ben. Et voilà. On arrive en haut, il a dit. Alors Max, t'as les stats? Ouais, j'ai les stats, ouais. J'ai les stats. Bon, la deuxième montée était quand même pas si facile. On a mis 21 minutes 40 comparé à tout à l'heure. Alors j'ai les stats. La montée où je suis monté placard, à fond. Maximum de mes capacités. 13,8 km/h de moyenne pour 315 watts. C'est pas mal. J'étais à fond. La montée où on est monté tranquille, 10 km/h,1 de moyenne. 224 watts. Ouais, je me disais que le paysage défilait pas vite aussi. Non mais 224 watts pour monter à ce Mirador, si on n'est pas en forme, on ne monte pas. Ouais, finalement, c'est que 90 watts de moins que quand t'es vraiment à fond. Ça fait pas une grosse c'est ça, différence. C'est ça le souci, quoi. C'est ça le souci. Donc monter du 30% avec un vélo de route de montagne, c'est faisable, sans problème. Mais ça remplace pas le fait qu'il faut arriver entraîné et en forme. Donc pour les coffee rides et les sorties de récup du lundi après le week-end de course, on remonte pas à Cumbre del Sol. Non. Si j'ai bien compris. C'est une montée au-delà de 15%, là dans les passages à 20 ou 25%, honnêtement, en forçant le moins possible, on était à 300 watts, c'est-à-dire au-delà de ma FTP de 20 minutes. Donc voilà. Alors, ta FTP de 20 minutes, on va faire une petite vidéo pour réajuster un petit peu les terminologies du cyclisme et de l'entraînement. Écoute, moi je sais un truc, c'est que j'étais à fond. Donc moi je te propose une autre vidéo, on aurait dû commencer par celle-là. Peut-on descendre le Cumbre del Sol? Non, c'est trop dangereux. À fond, peut-être pas, mais tranquille dangereux. en tout cas. Ce sera plus facile pour nous. Les paysages seront tout aussi beaux et même encore mieux parce qu'on sera sur une vue plongeante. Donc je te propose qu'on y aille. Bon, bah allez. Bon, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a montré toutes mes dents et qu'on a montré que au-delà de 10, voire 20, voire 25%, c'est quand même très très dur. Il faut arriver vraiment en forme, choisir son braquet correctement. Dans tous les cas, nous, on va vous préparer d'autres vidéos et on va manger un peu. Parce que là... Tu sais quoi? Je savais que tu le connaissais, ce col, parce que je suis allé voir un peu sur Strava. Sur Strava, tu sais que c'est 80 000 cyclistes qui ont essayé ce col. Et ils ont fait 381 000 tentatives pour 80 000. Ça fait 4 fois, 4 par personne. Cycliste. Ce qui est monstrueux, pour te donner une idée, le Ventoux, c'est 119 000 cyclistes pour 200 000 tests. Donc moins de 2 fois chacun, tu vois. Quand on dit que c'est une des routes les plus connues, c'est surtout une route de test. D'ailleurs, ça me donne envie d'aller voir ce que ça peut donner si on le fait à fond face aux meilleurs cyclistes qui viennent faire leurs entraînements et leurs tests ici. D'ailleurs, je vais te donner un challenge parce que j'ai regardé ton temps, toi. Il me semble que tu es en 14,40 et tu n'es pas très loin du top 500. Donc si tu pouvais forcer un peu et rentrer dans le top 500, ça serait pas mal. Moi, par contre, je vais avoir un peu plus de mal parce que j'ai regardé. Je suis déjà venu ici. Comme tout le monde, donc. Je suis dans le top 40 000. Donc, je vais essayer de trouver une solution pour faire un chrono, quoi. Eh ben, tu sais quoi? Allez, on part chacun pour un test à fond pour voir ce que GCN en français, ça peut donner face au pro. Bon, pars en premier, toi, quand même. Hein. Allez, là, je lance Louis pour son challenge. Il m'a demandé de le lancer à 380 watts pour qu'il prenne de la vitesse. Et après, je vais pouvoir m'écarter. J'espère que je vais arriver jusqu'au premier virage, au moins.
Allez, champion! Un prêté pour un rendu, c'est à mon tour de lancer Max sur le col de Rat. Et moi, j'ai trouvé une bonne solution pour pas perdre l'aspi. J'ai accroché une corde grâce à ça. Louis va me tirer jusqu'à 2,5 km du sommet. Et après, je vais me débrouiller tout seul. Et grâce à ça, je vais essayer de rentrer dans les 1500 premiers. Ah, je me disais aussi. De 40 000. Allez, Je me disais que je me trouvais un peu lourd. C'est comment, Louis? C'est dur? Entre l'aspiration plus l'économie de watts grâce à la corde, honnêtement, j'en fous pas une depuis tout à l'heure. Et si en plus de ça, j'améliore mon temps, ça sera vraiment une bonne journée. Louis, regarde l'épingle à droite là-bas, c'est là où tu me lâches. Hop! Merci, champion! Allez, 2,5 km. Fini. Bon ben Louis, on a bien bossé, je te crois. Hein. Bah oui, hein. J'ai battu mon record. Ça me fait 151e. Bon, le top 150. Mais top 150. Il y a tellement de monde qui le fait que de toute façon, je vais vite reculer. Mais 394 watts, 6 watts par kilo à peu près pour ceux que ça intéresse. En tout cas, je suis bien content de m'être mesuré au pro, même s'il y en a encore bien nombreux devant. Même s'ils sont bien nombreux devant. T'es top 150 151e. Moi, avant mon test, j'étais 40 millième. Ouais, rigole, mais c'est quand même une sacrée performance. Hein. Je
Maintenant, t'es combien? 15 millièmes. Grâce à toi, Louis. Et j'ai quand même amélioré mon temps de 6 minutes. Grâce à toi. Honnêtement, ça m'a pas empêché de forcer. Mais j'ai quand même amélioré mon temps. Voilà. Cas, 6 minutes de gagner. Ah, sur un effort de 20, c'est quand même pas mal. Ce qu'on peut dire, c'est d'être dans ce lieu mythique du cyclisme, dire professionnel, mais du cyclisme sur route, dans ce col de Rates. On espère que ça vous a plu. Si vous passez dans le coin, n'hésitez pas à venir et à nous donner vos ressentis et vos temps sur cette ascension légendaire. Mais c'est ça, qui est pas trop haute en altitude, où il fait souvent très très beau. Oui, puisque dans moins d'une heure, on sera en bord de mer. Et c'est ça. Bon, écoutez. En parlant de ça, on va y aller. Hein. On va y aller, hein, avant la nuit. Allez, et demain, on se le remonte un peu quand même pour tester. De toute façon, on est obligé de passer, c'est un col où on passe tout le temps. Il y a des chouettes cafés en bas, donc on va pas s'en priver. Bon, allez. Bonjour et bienvenue sur GCN en français. Vous le savez peut-être, je partage ma vie avec une cycliste professionnelle que vous avez d'ailleurs découvert sur la chaîne il y a peu. Et on nous pose souvent la même question. Qui bat l'autre? Qui est meilleur que l'autre? Et comme vous êtes nombreux à vous le demander, on va tenter de vous répondre. En effet, le Tour de France Femmes bat son plein et c'est l'occasion ou jamais. Alors par raison de proximité avec le bureau, nous ne sommes pas sur le lieu de l'arrivée finale de cette année, mais sur le lieu de l'arrivée finale de l'an dernier, en 2023, au sommet du Tourmalet. Cette étape avait vu la victoire de Demi Vollering. On va voir, en montant à fond, si j'arrive à rivaliser ou non avec son chrono. Spoiler alerte, j'y crois pas trop, mais on verra bien. Alors, toujours par raison logistique, je ne vais pas faire l'étape en entier, ça commençait par pas mal de kilomètres de plat où j'aurais juste perdu énormément de temps par rapport à un peloton lancé. Mais j'en suis déjà à une ascension du Tourmalet et je vais faire chronométrer la deuxième. C'est-à-dire qu'on arrivera dans un niveau de fatigue équivalent, on pourra à peu près comparer. Pour l'occasion, évidemment j'ai gardé mon aérode, mais j'ai mis des roues légèrement plus basses, ce sont des 45 et ce ne sont pas des DT suisses 1400, mais des DT suisses 1100, c'est-à-dire légèrement plus légères, avec des moyeux plus légers, des roulements céramiques. J'ai aussi adapté mes braquets, j'ai mis un 52-36, ça aurait été trop juste pour une étape du Tour de France évidemment, mais là je ne vais faire que des ascensions. À l'arrière, j'ai gardé une cassette de 11-30, comme l'idée est de monter le plus vite possible, je ne vais pas forcément être tout à gauche. Allez, je sens la petite boule au ventre, il va falloir y aller. On est dans la fin de la descente de l'Aspin. On va arriver comme le Tour l'an passé. Et on est parti pour un peu plus de 17 km. Le chrono de Demi Vollering, c'est 53 minutes. Chose comme ça, mon record c'est 1h02. Donc je vais déjà essayer de battre mon record. Allez, c'est parti. J'étais un peu gêné par les voitures, mais c'est pas très grave. 17,1 km. La gestion sera différente. En course, les pieds de colle sont souvent très forts. Avant, ensuite, une fois, j'irai au watt. Là, comme je suis tout seul, je vais être obligé d'être prudent au départ pour pouvoir finir fort. Parce que j'ai pas d'abri, j'ai pas de collègues. Donc, on va tabler sur chose comme 280 watts au début, un petit quart, après j'irai à 300 sur la plus longtemps possible, peut-être une fin à 320. Si je dois avoir une chance de rivaliser, il faudra au moins ça. J'ai mis la fonction Summit. J'ai mis la fonction Summit sur le compteur. Pour savoir où j'en suis. Bon là par contre, sur des portions aussi plates, face à un peloton ou un groupe d'entraînement rapide comme lors de mon record sur cette ascension, je vais prendre tarif. Je pensais pas dire ça un jour, mais dites-moi l'effort pourcentage. Je m'adapte à la pente. Là c'était plus raide. J'ai mis un peu plus de watts. Là, je remets la plaque sur des parties descendantes. Je vais pas pouvoir mettre 380 watts. Sinon, je vais m'exposer les jambes. Tant pis, je vais devoir perdre du temps. On parera
avec les fonctionnalités Strava, voir comment étaient gérées nos ascensions respectives. La vitesse max de Vollering, c'est 50 km/h. Tout seul, j'y arriverai pas. Je dois faire quelque chose comme 18,5 de moyenne, si je dis pas de bêtises. Ça va être très très dur. C'est là qu'elle avait fait son max. Ça redescend. Sans m'entamer, j'essaie de gagner de la vitesse quand même. Un équilibre à trouver. Ouais, 48, pas si mal. C'est l'aéro, ça fuse. Allez, j'ai fait un quart le plus facile. Pas que je roule plus vite. Voilà. Maintenant, la pente va faire son œuvre. J'ai mis la vitesse ascensionnelle. Bon, elle est trop faible. Faudrait que je sois à 1003, 1004. J'ai du mal. Plus vers 1002. Genre. Voilà. On a passé la mi-course, mi-col du moins. On arrive à 1400 mètres d'altitude. Donc l'hypoxie va se faire ressentir. Je suis très en retard. Je pense que je suis très en retard. Essayer d'accélérer, mais je vous promets rien, les amis. On est à la Mongie, célèbre et cruelle. « 1600 mètres d'altitude. C'est ici que j'avais défailli la seule fois où je l'ai monté. De ce côté en tout cas, j'ai bien l'impression qu'on est sur le même schéma. Je pense que ça va le faire pour mon record. Et certainement pas ensuite du Vollering. Le cœur monte, les watts restent stables, voire diminuent. C'est clairement les effets cumulés de la fatigue et de l'altitude. L'effort global du corps reste le même, sauf que ça c'est l'FC, sauf que de plus en plus grande partie est destinée à lutter contre les stress environnementaux. La chaleur, comme vous pouvez le voir, l'altitude, mais aussi l'accumulation de la fatigue. Donc moi, je force pareil, peut-être même plus, mais je mets moins de puissance.
avec une meilleure acclimatation chaleur et altitude, plus d'endurance, j'aurais subi une moins grosse perte de puissance. Moi je suis à 2 bornes et demie, c'est le que c'est arrivé depuis 4 minutes. 6. Oui, un gars, il est. Me voilà au sommet de ma deuxième ascension du Tourmalet. J'en ai bavé, je donne de ma personne pour vous, pour la science ou presque. Bon, comme prévu, j'ai déjà synchronisé mon Wahoo sur Strava et j'ai pris pas mal de temps par Vollering. Voilà, donc Vollering a mis 53 minutes et moi j'en ai mis 57 et 48. Donc voilà, il y a quand même 4 minutes d'écart, je suis vraiment pas surpris. Par contre j'ai battu mon record, ça je suis content, donc ça prouve que j'ai fait quand même une belle ascension et que ça vient pas de moi qui aurait défailli, mais bien de Vollering et de l'ensemble du peloton féminin qui en fait monte très vite. Et ce que je voudrais mettre en lumière dans cette vidéo, c'est qu'en fait il n'y a pas un cyclisme féminin et un cyclisme masculin, mais qu'il y a un cyclisme professionnel, il y a un cyclisme amateur, un cyclisme de passionnés dont nous faisons partie, et que ces professionnels dans leur ensemble sont bien plus performants que nous, bien plus de potentiel à la base, de bien meilleures conditions de travail et de roulage. Et surtout, voilà, ils sont tout simplement plus forts et nous, on ne peut pas jouer. Donc voilà, c'est le Tour de France Femmes, c'est l'occasion de les supporter et surtout d'être impressionnés par ce qu'elles font et par ce que l'ensemble du cyclisme professionnel produit. Là, c'est bientôt les championnats de France sur piste. J'aurais bien aimé mesurer au kilomètre une fois, mais bon, quand je vois les temps qu'ils font, on se rend compte que le record du monde, c'est 55 secondes pour faire 1 kilomètre départ Pour 1 arrêté. kilomètre? Ouais, départ arrêté. Ça se fait. Bah, les champions le font, ouais. Mais bon. Ouais, bah tu vas voir. Je reviens. Je vais te le faire, moi, ton record. Bah, mais où il va comme ça? Bah, quand même pour y aller. Et ton café? On verra plus tard. Et Max, au fait, ça fait 65 km/h départ arrêté, Max. Voilà, c'est parti pour le premier test. J'ai trouvé 1 km en légère descente. Je pense que ça devrait suffire, j'espère. Et j'ai créé le segment sur Strava. Donc là, je pars arrêté, full gas, avec tout ce que j'ai, jusqu'au panneau d'entrée de la ville. Et ça devrait aller. Je suis assez confiant. Bon, je viens de faire le premier test. 1 km, c'est très long. C'est très long et moins d'1 minute.
c'était trop compliqué là, j'ai fini pas très loin, mais quand même assez loin. Bon, ok, du coup je vais trouver une deuxième solution. Là ce coup-ci je vais partir pareil, mais je vais me mettre dans l'aspiration de la moto. Je vais pouvoir gagner quelques secondes je pense, parce que là il en manque encore un peu pas mal, mais c'est dur. Oh le sprint, allez, c'est parti pour le deuxième essai. 4. Bon, deuxième test a été fait. Je rappelle, il faut que j'arrive à faire 65 km/h de moyenne en départ arrêté avec une pointe à 75 km/h, mais là j'en suis loin. J'arrive à faire du 65 km/h, mais pas à développer plus, même dans la moto. Bon, dans la moto d'ailleurs, c'est un pilotage vraiment spécial. Il faut être habitué parce que moi j'ai eu très peur. Je voyais pas la route et heureusement que la route était quand même assez droite parce que c'est quand même dangereux. Bon, là, ma dernière solution est clairement de tricher au maximum que je puisse. Le problème, c'est que je suis léger et la descente n'est pas assez puissante. Donc, je vais faire un départ lancé. Avec ça, Louis, il va plus rien dire. Hein, parce que là, son record du monde, facile. Enfin, j'espère. Allez, c'est parti pour le troisième test. Bon, là c'est parti pour le troisième test. Je vais tricher et améliorer mes chances encore un peu plus. Là le départ va être beaucoup plus facile parce que je suis parti un peu plus haut dans le col. Comme ça je vais arriver vraiment lancé. Plus aéro sans la casquette. Ben voilà, 65 km/h, 55 secondes pour battre le record du monde. Imparable. Je pense que là c'est dans la poche. Hein. Moi je vais tout donner. Allez. Allez, je lance le vélo. Et top pour le départ. Je suis K50. Impossible. Bon, ouais, c'est clairement pas un effort qui est fait pour moi. Même là avec la descente, le départ lancé, je n'ai pas pu dépasser les 60. Jeffrey, il a roulé à 65. Un départ de zéro, ok, il avait plus de matériel que moi, une piste différente, un vélo différent, plus de muscles, mais là pour moi c'est impossible. Allez, je vais y retourner voir Louis, on va regarder toutes les stats exactes et puis je vous dis ça de suite. Je prends le coca aussi. Oh, du sucre. Il est parti sans boire son café et je suis sûr qu'il est content de sa bêtise. Il est content de mon idée là. Je vous l'avais dit. C'est un champion du monde. Ça va, Louis? C'est à toi qu'il faut demander, champion. Eh, c'est qui le nouveau champion du monde là? Ah, je te crois pas une seconde.
Eh ben, on va regarder les stats là, tu vas moins faire le malin là. Merci pour le café par contre parce que je suis rincé. C'est celui que t'as oublié de boire avant de partir. Ouais, je suis parti un peu, mais je suis content de mon idée quand même. Alors raconte-moi un petit peu cette expérience Max. Est-ce que tu nous as battu Jeffrey Hoogland? Large. Bon déjà regarde. J'avais mis la casquette à l'envers pour le dernier. Ah, à l'ancienne. Et j'ai vu Ulrich, il avait fait ça à l'époque. On va regarder les stats. Parce que globalement, moi j'ai triché tout ce que j'ai pu. J'en doute pas une seconde. Il a fait 3 essais. Le premier en descente, belle descente quand même. Départ arrêté? Départ arrêté, Ok. à fond. Mais là je viens de voir sur Strava, regarde, meilleure puissance sur 30 secondes. Ah oui, t'as vraiment donné tout ce que t'avais. Bon, après, c'est pas aller très très vite. Deuxième essai. Voilà, départ arrêté, je suis parti derrière la moto. Ah ouais. Non mais, sauf que moi je suis pas un coureur. Je fais me prendre la moto. J'ai dû Elle faire un roulait pas assez dérapage dans la descente. La moto elle roulait vite, mais à des moments je la rattrapais. Bon, par contre, j'ai pas dépensé énormément de watts. Ok, donc tu t'es économisé pour la 3e tentative. Mais la 3e tentative, ça a été la meilleure. Allez, Là, est-ce que t'es passé sous la minute déjà? C'est un peu je te une barre dirai mon fatidique. temps après. Mais je suis parti de beaucoup plus haut dans le col, tu vois. Ok, Lancé, ok. à droite de la moto, donc là, pas de triche. Bah, à part que t'es lancé quoi. Le seul problème que j'ai comparé à Jeffrey, c'est que je plafonne, hein, même avec la descente, avec la prise au vent, j'ai 65 km/h de vitesse maximum. Et alors que c'est la vitesse moyenne à peu près de Jeffrey. Donc j'ai mis 800 watts au maximum dans l'effort, plus de 400 watts de moyenne, 1,05. 1,05. Il me met 10 secondes. Il te manque quand même 10 secondes en moi, arrivant à le lancer. Moi je peux pas plus tricher, clairement. Donc, Et pour un cycliste, c'est pas peu dire. mais je vois pas, bon, ok, tu vas me dire, il avait un vélo de piste sur Vélodrome, comme tu m'as dit au début, mais bon, je pensais quand même pouvoir le battre, mais c'est un... Et puis il doit soulever 3 fois ton poids au squat aussi, donc je pense que c'est surtout là qu'il faut chercher plus que sur le vélo. Évidemment, C'est pour ça qu'il est sprinters sur développé piste. niveau musculaire. Ouais, disons, je cherchais quelle partie de ton corps pour être son bras, j'ai pas trouvé. Donc, et ouais, parce que évidemment, les sprinters sur piste sont des athlètes extraordinaires et surtout hyper spécialisés. 1 minute, pour eux, c'est l'effort le plus long qu'ils puissent faire. Donc, 1 minute, 55 secondes. Du moins. Pour moi, c'était très très long aussi. Hein. Ouais, mais c'est très très court par rapport à ce que tu fais ou ce que n'importe quel routier ou ce que le cycliste lambda fait. Donc voilà, vraiment les sprinters sur piste sont des athlètes extraordinaires et il faut se rendre compte que je réfléchissais avec ma voiture qui fait 0 à 100 en 18-19 secondes à peu près. C'est pas une Porsche. Non, c'est pas une Porsche. Il faudrait déjà que je m'emploie et que j'ai pas d'obstacle. Donc voilà, il faut donner sa meilleure descente sans trop de virages et rouler assez vite pour battre ce qu'ils font départ arrêté sur l'équivalent du plat. Tellement ce sont des athlètes hors normes, particulièrement alors qu'on parle d'un champion du monde qui en plus, j'ai pas eu le temps de te le dire tout à l'heure, mais l'a fait en altitude et on sait que l'altitude ça aide énormément pour ce genre d'effort sur la piste parce que la densité de l'air est moins élevée et donc forcément à la même puissance tu vas plus vite. Mais c'est pour ça. C'est pas pour ça. Mais, mais c'était à l'avantage de Jeffrey Hoogland. Bon, tu sais ce qu'on va faire, Louis, c'est que maintenant, on va repartir au bureau et je vais me pencher un peu sur les world records et je vais trouver un record du monde que je vais pouvoir faire. À mon avis, il vise un poil plus long. Bah, j'étais pas loin. J'étais pas loin. À 10 secondes sur 60, c'est beaucoup. Bon, allez, dans tous les cas. On s'entraîner à soulever un peu de la fonte pour t'améliorer ton petit départ. Mais on espère que cette vidéo vous a plu. Vous l'aurez compris, c'était de la rigolade, mais pour montrer quand même la différence de niveau et l'effort que représente ce record du monde. Essayez de le faire en descente, en trichant un reflet max et nous dites-nous si vous y arrivez. Vous allez voir, vous serez sans doute surpris quand même que c'est pas si simple, même en descente avec beaucoup d'élan. La crème de la crème, puisque c'est avec la championne du monde de la spécialité que je suis, Mathilde Gros. Bonjour Mathilde. Salut Louis. Et merci beaucoup d'être avec nous pour ce petit challenge. Est-ce que tu es prête à relever le défi? Ouais, franchement j'ai hâte. Et bien ce défi, ça va être tout simplement la discipline reine, c'est-à-dire un match de vitesse. Mathilde, tu as été championne du monde en 2022 à Saint-Quentin, on s'en souvient, c'était un grand moment. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est la vitesse et comment ça se passe? Alors un match de vitesse, on commence sur la ligne de départ, on est tous les deux, on se regarde, là on jauge à peu près la tension qu'il y a en fonction de l'adversaire. Et le but, ça va être en fait de faire 3 tours. Les premiers tours, on va se regarder, ça va être important de savoir si tu veux être en 1, si tu veux être en 2, si tu veux ralentir le sprint ou l'accélérer. Et au bout de 1 tour, là, ça va se lancer. On va commencer à prendre de la hauteur parce que le but, c'est d'atteindre des vitesses assez incroyables pour que sur la ligne d'arrivée,
je franchisse en première la ligne. Bien sûr, oui. Là, tu parlais de tension, j'avais pas compris qu'il fallait que je maîtrise autant d'aspects tactiques et techniques. Moi, je pensais qu'il fallait juste sprinter à bloc. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça, donc ça me rassure pas du tout ton histoire. J'ai mis mon braquet, mais est-ce que tu sais, qu'est-ce que tu as toi comme braquet pour un match de vitesse, par exemple, ici sur la piste de Grenoble? Alors là, sur la piste de Grenoble, j'aurai 54-14 parce qu'on sait que c'est une 210 mètres et voilà, c'est une plus petite piste, les lignes droites sont un peu plus courtes, les virages relancent, donc c'est important de mettre son braquet en fonction de la piste et de l'adapter aussi en fonction de tes qualités et de tes défauts. Ok, je suis sûr que j'ai le braquet adapté à mes qualités. Un petit pronostic? Bah quand même, j'espère que c'est moi, hein, sinon désolé. Hein. Ouais, bah, je crois qu'après Vollering, je crains de me refaire battre. Mais les gars, vous inquiétez pas, je vais tout donner pour défendre notre honneur. Le Palais des Sports est archi-comble évidemment pour vivre cet événement attendu dans le cadre des 3 jours avec Mathilde Gros qui affronte Louis Pijourlet, le recordman de France avec 52 km 557. On avait un départ rapide donc de Louis Pijourlet qui a pris la tête. Mathilde Legros semblait en difficulté, Mathilde Gros en difficulté. Elle a réagi très vite. Louis Pijourlet a entamé le dernier tour en tête. Ligne opposée, on voit Mathilde qui revient à la hauteur de Louis Pijourlet. La dernière ligne droite lui est fatale et la championne venue de Sainte-Catherine au côté d'Arras eh bien s'impose devant Louis Pijourlet sous le regard déçu donc de Marie et de Jules qui avaient fait le déplacement pour venir. La maman de Louis était là également, des pleurs, mais il y aura une tentative de record l'année prochaine puisque déjà la revanche est programmée pour 2025. On connaît Louis, il est homme à rebondir et Mathilde est celle qui relève les défis. En tous les cas, bravo à tous les deux. Le cœur de Marie Lenette s'est accéléré évidemment. Elle a été proche de la tachycardie émotionnelle, mais ce que nous avons vécu valait le déplacement. Je me suis dit, mais c'est bon, franchement c'était nickel. On a bien accéléré à la cloche, tel un vrai sprinter. Ah, j'ai entendu tel un vrai sprinter. Alors c'est une victoire écrasante de Mathilde sur le sprint. Validé par les arbitres. Oui, ça a été validé et aussi à la photo finish. Je vous en prie. Ouais, allez. Bonne participation. Pour la beauté du sport. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Avec plaisir. Nickel. Ouais, trop bien. Du coup, c'était comment pour toi, PM? Franchement, c'était facile. Mais faut pas lui dire. Mais c'était dur. C'est de la gagne. Ouais. Ça va, je t'ai pas trop mis à fond? Écoute, ça va, hein. Franchement, c'était cool, c'était chouette. Bon bah je crois que c'est devenu mon sport préféré de me faire battre par les coureuses professionnelles. Après Vollering dans l'école, Mathilde dans les sprints, je trouve pas ma voie. Et si on s'aventure en VTT ou en cyclocross, je crois que ça va être encore pire. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, un immense merci Mathilde de nous avoir accompagnés, de nous avoir permis de faire ce défi. Non, ça va être le meilleur pour la suite. Merci. Alors je vous l'ai dit, cette épreuve est l'une des plus anciennes du cyclisme. Elle tient son origine au 19e siècle. Donc vous allez me dire, dans les années 1800, deuxième partie du 19e siècle, vous allez me dire, il n'y avait pas encore de moto. Eh bien, à l'origine, cette épreuve se déroulait derrière des tandems, et voire même des systèmes. Il y avait des tandems composés de 6 coureurs qui abritaient un coureur, et on avait un peloton de course comme ça sur des vélodromes mythiques comme le VLD ou la Cipale. Ces épreuves ont battu leur plein au début du XXe siècle, et avec l'avènement de la révolution industrielle, ce sont des motos qui ont remplacé les tandems, évidemment.
Ces motos sont des motos qui sont légèrement modifiées, je vais vous montrer ça. Mais de base, la mécanique, c'est une moto de 650 cm3. Ici, vous voyez, on a le rouleau. Ça sert lorsque l'on vient s'approcher, le but étant de rouler le plus proche possible de la moto pour bénéficier du plus d'abri possible. On vient là très très près et parfois le frotter. Et comme le rouleau tourne, eh ben, on ne va pas abîmer le pneu et voir éclater le pneu. On peut donc rouler le plus près possible, foncer dedans sans problème. La distance de ce rouleau entre le dernier point fixe de la moto, ici, est fixée à 80 cm. Ça peut être plus, rarement moins, et ça sert à réguler la vitesse. Par exemple, aux Pays-Bas, il roule à 1,20 m, ce qui rend encore plus difficile physiquement la course car on aura moins d'abri. Sur cette moto, le pilote est debout, en position sur cette selle, le but étant bien évidemment d'abriter le plus possible le coureur. Allez, je vous emmène voir Sylvain, mon pilote pour la journée, qui est champion d'Europe de la discipline il y a 2 ans. Et qui sera donc mes yeux, mon cerveau, mon moteur. Sans doute pas le point faible du duo aujourd'hui. Alors Sylvain, explique-nous comment tu pilotes cette moto. La moto déjà, c'est donc des motos qui appartiennent à la Fédération française de cyclisme. Donc il y en a 12 sur le territoire national répartis un peu sur toute la France. Concernant les motos, différentes caractéristiques. Donc comme on peut le voir, un guidon rectangulaire, un gros guidon rectangulaire avec 2 poignées d'un côté, un embrayage, le frein qui touchera sur l'arrière avec un retour, mais on a également le frein aussi arrière de l'autre côté. On n'a qu'un système de freinage qui est utilisé comme ralentisseur sur l'arrière de la moto. Au niveau de l'accélérateur, c'est un accélérateur donc à cran qu'on peut tourner aussi bien dans un sens que dans l'autre. Ça reste à la diligence de l'entraîneur. Une selle inclinée à 45 degrés, comme disait Louis, ça nous permet, alors pas d'être assis parce qu'effectivement on est debout sur la moto, avec les pieds dans des sabots, et la moto inclinée à 45 nous permet d'avoir le repos de la selle derrière les cuisses, permettant justement de contrebalancer l'effet du vent qui nous arrive sur le corps. Donc tout ça debout, bras tendus, et le but étant de faire le maximum d'abri possible pour la bulle d'aspiration pour le coureur. On revient du tirage au sort où donc on a eu le numéro 1, ce qui est une très bonne nouvelle de partir en tête. Je vais aller voir avec mon pilote Sylvain comment on va gérer cette course de 50 km. Et hello. Salut Louis. C'est l'heure du brief. Ouais, mais écoute, je viens de te faire le gonflage déjà du mulet là. Parfait, le mulet c'est le vélo de change en cas d'incident. C'est ça, celui-là il est prêt. On a 5 tours pour changer de vélo et réintégrer le peloton à la position à laquelle on est en cas d'incident. On va croiser les doigts, le matériel est vérifié, bien entretenu, on va croiser les doigts pour pas en avoir besoin. C'est ça. On passe au brief. Allez, brief. C'est le moment secret, on va fermer la porte. Bon alors Sylvain, qu'est-ce qu'on en fait de ce numéro 1 ? Écoute, moi je pense au vu de la course, le vent qui risque de se lever, entre Alain qui part 4e, François qui part, enfin pas François, et Antoine qui part 7e, je pense que vu la physionomie de course qu'on peut avoir, je pense qu'il faut partir, on met le rythme de course qu'on voit, et on essaie de gérer devant. On essaie de garder les retours et on les garde à distance pour les mettre dans les remous. Je pense pour moi, il faut qu'on parte. Après, c'est toi ton état de forme. Ouais, bah écoute, ça allait bien les jours précédents. Je pense qu'on peut les laisser se faire la bagarre un peu derrière. Ouais. Et essayer de, voilà, au moment où ils reviennent après, les gérer devant. Doubler, là, commencer à les mettre dans le mal, et les empêcher de doubler, défendre. C'est ce que je pensais. Et avec la chaleur et la distance, 50 bornes, ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait ça, on le fait qu'au France. Ouais. Donc avec 50 bornes, il peut y avoir des craquages à la fin, donc les 10 minutes, 5-10 minutes où on sera peut-être gagner déjà au départ, un peu plus à notre rythme, mais ça peut faire à la fin et craquer quand même. Ouais, qu'on puisse gagner du temps avant de rentrer sur les retardataires qui pourraient nous filer le vent, quoi. Ouais, mais c'est ce que je pensais aussi, donc c'est pour ça au moins on en parle, on cale ça, on est d'accord là-dessus, et puis après... on a un bon tirage, ça commence bien. Ouais, c'est déjà ça, c'est déjà ça. Il n'y a plus qu'à, petite sieste, et on se retrouve sur la ligne de départ. Yes, allez. À tout de suite. À plus tard. Et si les motos sont atypiques, les vélos le sont tout autant, et le mien peut-être encore un petit peu plus avec ce haut-banc monobras, donc il manque un haut-banc. Je ne sais pas si ça apporte quelque chose au comportement du vélo, mais au style sans aucun doute. Ce qui marque aussi, c'est cette roue avant de 650, ça permet en fait d'être plus bas pour pouvoir être encore plus abrité par le pilote. On compense avec une potence très grande et très vers le haut pour garder une ligne d'épaule suffisamment surélevée pour pouvoir ventiler correctement lorsque l'on est à fond. Toujours pour être encore plus dans la bulle formée par le pilote, le cadre est raccourci et la selle fort vers l'avant. C'est pour ça qu'on retrouve un renfort comme sous le cintre, puisqu'on est très sur l'avant, les forces, le poids va être très sur l'avant, et donc pour ne pas basculer lorsqu'on rentre dans le virage à 75 à l'heure, on rajoute ces petits renforts. On retrouve une transmission avec un braquet de 66-15, ça peut paraître beaucoup, ça l'est au démarrage, mais une fois lancé à des vitesses folles, en fait on tourne les jambes particulièrement vite. La roue arrière est de taille normale, elle est quasiment systématiquement pleine, à l'avant on peut avoir des roues à bâton ou pleines selon la météo, ici une roue à bâton.
Et les boyaux sont larges, mais surtout ils sont encollés, c'est-à-dire qu'on rajoute de la toile sur les côtés. Ça permet, en cas de crevaison, d'avoir une petite chance de ne pas déjanter le temps de sortir de la piste. Autant vous dire que je préfère que ça ne m'arrive pas. Alors chaque pilote aura une combinaison en cuir comme celle-ci avec le numéro qu'on a tiré au tirage au sort. Donc pour nous le numéro 1, ça veut dire qu'on partira en tête. Le cuir, ça fait partie de la tradition du demi-fond, mais c'est aussi pour protéger en cas de chute qui peuvent être violentes à l'allure où on va, et aussi bien abriter le coureur, bien bloquer l'air. Voilà, les pilotes vont avoir chaud, mais comme ils ne pédalent pas, c'est pas très grave. Allez, je te ferme la fermeture éclair et on sera prêt. Il fait très chaud aujourd'hui puisqu'il fait déjà 30 degrés. Et derrière la moto, on n'a aucun air. On est aussi un petit peu enfermé dans nos casques et nos combinaisons, donc on va vraiment avoir très très chaud, suffoqué. Donc je vais aller m'échauffer à la fraîche. Je suis bien content d'avoir de l'eau gardée au frais dans mon bidon Camelback. Et je vais m'échauffer ici même, à l'ombre, en courant d'air. Pour lutter contre la chaleur, je mange du granité. Ça va prendre de l'énergie quand je vais le digérer et du coup ça va refroidir directement à l'intérieur du corps pour faire baisser la température corporelle. C'est encore plus efficace que l'eau froide simplement. Donc là, à 40 minutes du départ, j'en prends un petit peu, beaucoup, pour refroidir sur le long terme pendant la course. Et donc nous allons mettre ce vélo à l'épreuve. L'ordre de départ est déterminé par tirage au sort et il est très important car en demi-fond, se faire doubler ou doubler est vraiment coûteux en énergie et peut créer des turbulences qui font perdre le contact de la moto. Vous imaginez bien qu'à 70 km/h, si on perd les roues et qu'on se retrouve seul face au vent et non plus abrité, ça devient très compliqué et avec le braquet, ça peut être très compliqué à relancer également. Avec le 1, on va pouvoir partir en tête et essayer d'imposer notre rythme dès le début en étant à l'abri des attaques incessantes de nos adversaires. C'est ce que l'on fait sur les tout premiers tours avec un départ que l'on maîtrise sans se mettre dans le rouge. Malheureusement, cette prudence va nous coûter cher puisqu'on va se faire surprendre de l'arrière par Tito en Fontaine qui, même s'il est parti en milieu de peloton, est remonté très vite et a réussi à surgir de nulle part. Il va nous prendre de vitesse et en essayant de réagir trop vite, je vais perdre le contact de mon motard et surtout, je vais me mettre dans le rouge. Malheureusement, quand on est dans le rouge en demi-fond, c'est excessivement dur de récupérer puisqu'on est tout le temps à la limite et que le moindre kilomètre-heure de différence peut se transformer en centaines de mètres assez rapidement. La suite sera un calvaire pour moi puisque je vais de nombreuses reprises perdre le contact de la moto. Ce sera aussi un calvaire pour Sylvain car piloter une telle moto à faible vitesse, c'est très compliqué. Ça peut être extrêmement plaisant lorsque tout se passe bien, mais lorsque l'on est à peine moins bien, ça devient très compliqué, ça devient un enfer. Malgré tout, je vais me battre non plus pour gagner puisque la victoire et la médaille s'éloignent, mais pour terminer la course tout simplement par respect pour ceux qui sont venus me voir et aussi par Sylvain, mon pilote, parce que le demi-fond est bien une course par équipe. Je suis fier d'être allé au bout, même si le résultat n'est pas celui que j'espérais. J'espère bien prendre ma revanche l'an prochain sur Tito en Fontaine, donc le coureur de l'équipe continentale Groupama, qui a montré l'étendue de son talent en remportant cette course maîtrisée de bout en bout. Voilà, quel que soit le résultat, je suis vraiment content de vous avoir fait découvrir l'épreuve du demi-fond, aussi spectaculaire qu'exigeante physiquement et qui se marie parfaitement bien dans le cadre du parc de la Tête d'Or à Lyon. J'espère que de nombreuses éditions du championnat de France auront lieu. Notez qu'il y a aussi des galas sur certains vélodromes, notamment dans l'ouest de la France, mais aussi en Suisse. Donc si vous habitez dans ces coins-là, renseignez-vous parce que ça vaut le détour. Cette vidéo est un hommage à Michel Meunier, organisateur de ce championnat de France de demi-fond et qui nous a tragiquement quittés lors du mois d'octobre. Il y a peu de pistards en France qui n'aient pas un jour bénéficié de ses conseils et de son œil bienveillant. J'ai commencé le vélo tout jeune pour faire comme mon frère, comme beaucoup de petits frères. Mais lui a vite gagné des courses alors que moi j'étais à la traîne derrière les pelotons. Mais alors qu'est-ce qui m'a fait tenir toutes ces années? Pourquoi est-ce que j'ai persévéré? Parce que j'avais un rêve. Une course qui me maintenait et qui me disait un jour je la ferai. Le Tour de France? Eh bien non. Les 3 jours de Grenoble. Je vous montre ça. Dès 1996, j'avais à peine 1 an. Mes parents nous emmenaient avec mon frère ici au Palais des Sports à Grenoble. C'est un lieu
mythique parce qu'en plus c'est un bâtiment qui a été fait pour les Jeux Olympiques à Grenoble et c'est quand même une grande fierté de la région et moi je suis né à Grenoble donc c'est une grande fierté d'être né dans une ville olympique. Et ce palais des sports qui a vu la cérémonie de clôture et des épreuves des Jeux, bah, c'est déjà un lieu mythique en soi. Et à l'intérieur de ce lieu mythique, bah, il y avait du vélo, ma passion. Et rien que ça déjà c'était voilà, quelque chose d'émouvant pour un gamin. Et du coup il y a ce rêve qui a germé avec mon frère de faire les 6 jours ensemble. Et on l'a fait. On a fait les 6 jours ensemble, ici, devant les gosses, et c'est nous qui donnions envie aux gamins. Et sauf que, on l'a fait une fois, et là, le palais des sports a fermé. Et ça a complètement coupé, bah, on n'a pas pu le refaire, ça a été rapide. Et le palais des sports a fermé presque 10 ans. Et bah, mon frère a arrêté, et tout ça, ça allait être terminé. Et pour nous, les 6 jours de Grenoble, c'était terminé, on n'en entendrait plus parler. Et on sentait bien que voilà, cette course qui nous avait fait faire du vélo, c'était arrêté. Jusqu'au jour où, sorti un peu de nulle part, Guy Chanal décide, on voit passer dans la presse, le renouveau des 6 jours de Grenoble, le retour des 6 jours de Grenoble. Et là, sous le choc, et tu dis, waouh, je fais encore du vélo, j'ai fait la dernière, je vais pouvoir faire le renouveau, je vais pouvoir faire le retour des 6 jours. Et j'attendais qu'une chose, c'est qu'on m'appelle pour le faire, et dès que j'ai vu le numéro, j'ai dit, ouais, c'est bon. Évidemment, je viens, j'y serai là, quelles que soient les conditions, quelle que soit la course, je serai là. Et nous y voilà, 10 ans après, et retrouver la même route, les couleurs d'automne, faire le même trajet, les mêmes odeurs, les mêmes bruits, les mêmes lieux. Rien n'a changé, c'est assez impressionnant, on a l'impression que ça s'est arrêté hier. Alors qu'en fait, ça fait 10 ans, on a l'impression que ça s'est arrêté hier. Et on lance la course, on entend Manjas, la voix du Tour, la voix des 6 jours. On voit les spectacles, on voit passer le French Cancan, on voit les motards, les acrobaties, on voit les magiciens. Et en fait, rien n'a changé. La même boule au ventre, comme quand on avait 14 ans, comme quand on était gamin et que c'était la course de l'année. Là, c'est un spectacle, c'est du sport, mais c'est surtout un spectacle. Et on a quand même cette petite appréhension, ce petit frisson quand on passe la ligne, quand on rentre dans la piste. On a ce petit frisson et bah, toujours ce regard d'enfant, comme ça, où on regarde la piste avec toujours beaucoup d'émotions. Et bah, voilà, beaucoup de motivation. Et j'ai pas pu les gagner les 6 jours, ni chez les jeunes, ni la dernière édition chez les pros, loin de là. Et peut-être que là, bah, c'est peut-être la cerise sur le gâteau, la pierre finale à l'édifice. Et se dire, il faut que je gagne les 3 jours. J'ai une chance inespérée de faire du vélo, que les 3 jours reviennent. Maintenant, il faut les gagner. On retrouve les copains, on voit un peu du monde aussi qu'on connaît pas trop. Il y a des Suisses, il y a des Argentins, il y a des Italiens. Il y a un peu tout ce monde, c'est le peloton international qu'on aime ici. Et puis, bah, il faut y aller. Maintenant, il y a du sprint homme, du sprint femme, il y a de l'endurance femme, tout ce qu'il n'y avait pas avant. Donc finalement, c'était hier l'arrêt des 6 jours dans nos têtes, mais finalement, ça a progressé et ça a évolué, ça a changé dans le bon sens. Je partageais ça avec ma copine aussi, avec ma famille, comme d'habitude, qui eux sont toujours là, évidemment. Et ouais, maintenant, je suis là, je suis déterminé pour faire ce que j'ai toujours pas fait ici, c'est-à-dire gagner. Et il est temps de parler de la course maintenant, course que je veux absolument gagner, défendre mon titre de l'an prochain. Je suis ici de retour au Vélodrome de Bordeaux-Lac où je m'entraîne le reste de l'année pour vous faire un résumé de cette course. La première soirée, tout le monde se regarde un petit peu, mais tout le monde est encore en pleine forme et a plein d'ambition, donc ça roule très vite dès la première épreuve, dès le scratch. Je me place bien et je cherche à en garder parce que ça reste une course par étape, 2-3 jours, et donc il ne faut pas non plus tout mettre sur la première épreuve, sinon après évidemment, panne de jambes. Ça se passe plutôt bien et finalement l'entraînement a payé, le voyage est digéré puisque j'arrive à basculer le premier soir avec le maillot jaune et ça c'est vraiment cool, ça fait toujours plaisir de porter le maillot jaune et surtout de le ramener, de passer la nuit avec. J'irai pas jusqu'à dire que je dors avec, j'ai passé l'âge, mais ça fait quand même un petit plaisir de l'afficher dans la maison. Ce maillot jaune qui m'a tant fait rêver quand j'étais petit, de le voir chez moi, ça fait presque un petit peu bizarre. Mais en tout cas, les 6 jours, ou plutôt les 3 jours commencent bien. Deuxième soirée, on est dans le vif du sujet.
Le scratch, la course au point se passe bien, c'est plutôt mes épreuves de prédilection, surtout la course au point. Donc pareil, j'essaye de jouer placé. Il y a des coureurs qui ont déjà perdu pas mal de points au classement général et qui vont chercher à avoir un bouquet sur le longest lap ou sur une des épreuves pour offrir à la petite copine ou à la maman, ou se faire plaisir en sachant qu'ils ont déjà pas mal de retard au classement général. Donc c'est un peu comme une épreuve par étape sur route. On gère les coureurs du classement général. On sait qu'ils ont un petit peu de retard, donc on les laisse un petit peu jouer et nous on se regarde, ce qui fait que finalement je reste placé 3e au classement général, deuxième au classement général, mais je perds le maillot jaune, mais c'est pas très grave parce que je suis en embuscade. Arrive le 3e et dernier soir, moment fatidique, ça fait 2 jours que j'en garde un petit peu et j'ai bien décidé d'enfoncer le clou sur cette dernière soirée. En plus, il y a beaucoup de ma famille qui est présente, donc forcément ça motive, ça fait plaisir et ça donne envie de leur ramener des bouquets en pagaille et de faire des belles photos à la fin. C'est un Suisse qui est leader avec 5 points d'avance, donc ça fait quand même un bel écart. Je me suis un petit peu laissé enfermer sur l'élimination du 2e soir, ce qui fait que finalement je suis un petit peu plus loin que j'espérais avant la dernière soirée. Le scratch se passe bien et je commence déjà à reprendre 2 points sur mon adversaire. La course au point, c'est là que je décide d'enfoncer le clou. Malheureusement, même si je fais une belle course et que je reprends des places et des points au maillot jaune, puisque je reviens plus qu'à 1 point, eh bien, il y a d'autres coureurs qui en ont profité de notre marquage. À tous les deux, on a un petit peloton de seulement 11 coureurs, donc dès qu'il y a 2 coureurs qui se marquent, ça laisse de la place aux autres et c'est très dur de s'en défaire. Les courses ne sont pas très longues non plus, donc même si je suis plus rapide au sprint, j'ai un petit peu de mal à m'en défaire. Je le bats, je reprends des points, mais je ne gagne pas la course et du coup, il y a un écart de points entre le premier et le deuxième et j'arrive pas à mettre cet écart entre nous et en fait, ça va s'avérer fatal. En effet, on arrive à l'élimination avec une égalité de points et finalement celui qui finira devant l'autre remportera le classement général de ces 3 jours de Grenoble, en sachant qu'on a un coureur argentin qui est en embuscade, qui peut encore mathématiquement gagner, même si ce sera difficile, on l'a quand même à l'œil. Je prends les choses en main, c'est à moi d'aller gagner cette course et de finir devant le Suisse, parce que si jamais on reste à égalité de points, eh bien il a gagné plus d'épreuves que moi sur l'ensemble des 3 jours et donc c'est lui qui aura le maillot jaune. On arrive à cette élimination sur laquelle j'essaye d'imposer mon rythme et on arrive sur un face-à-face, lui contre moi, un sprint final où tout va se jouer. C'est le même scénario que l'an passé finalement où j'étais en face-à-face avec Thomas Bouda, mais le dénouement ne sera pas le même puisque malheureusement cette fois je vais me faire battre, je vais faire 2e de l'élimination et donc 2e du classement général. Je ne remporterai pas le maillot jaune une 2e fois de suite. Mais l'essentiel n'est pas là parce que le vrai vainqueur de ces 3 jours de Grenoble, c'est le cyclisme en lui-même et c'est le vélo sur piste. Puisque j'ai entendu énormément d'encouragement, des alléluia et puis surtout j'ai vu beaucoup de monde, notamment des jeunes, passer énormément de bons moments avec l'ensemble des coureurs sprinteurs, sprinteuses et endurantes. On a vu la belle victoire de Marion Boras, la locale, les endurantes femmes, on a vu aussi les sprinteurs, plein d'Olympiens présents qui jouent le jeu, inspirer et encourager les jeunes à pratiquer le cyclisme sur piste et ça c'est vraiment le plus important. Il y avait un petit peu moins de spectacle aussi que les autres années et un petit peu plus de vélo et ça pour les amoureux de sport comme nous c'était cool parce que du coup on a vu encore plus d'action sur la piste. Donc c'est ça vraiment le plus important, j'espère de tout cœur y être encore l'an prochain pour une 3e nouvelle édition et cette fois peut-être prendre ma revanche face à Nicolo et assurer donc une nouvelle victoire. Qui sait, on verra ça l'an prochain, j'espère que vous suivrez ça avec moi sur GCN. J'espère que cette immersion aux 3 jours de Grenoble, la course qui a changé ma vie et surtout qui m'a fait aimer et pratiquer le cyclisme, vous a plu. Si c'est le cas, on en fera sans doute d'autres. En attendant, n'hésitez pas à vous rapprocher des vélodromes de votre région pour peut-être essayer la piste comme ici à Bordeaux par exemple. Et je vous dis à bientôt sur GCN en français. Roulez bien.